aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais commencer une série en cette nouvelle année 2025. Et surtout cette nouvelle série de vidéos part d'une bonne résolution. En fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue accro à mon téléphone, aux écrans en général, mais en particulier à mon téléphone. Et le soir, avant de me coucher, mon réflexe c'était systématiquement de prendre mon téléphone, de scroller comme tout le monde le fait. Et finalement, ça me niquait les yeux et surtout, je n'en retirais rien. J'avais la sensation de perdre mon temps. Il se trouve que à la fin de l'année 2024, j'ai reçu pas mal de livres à mon anniversaire et ça m'a donné envie de me remettre à lire. Je lis beaucoup. C'est vrai qu'en 2024, j'ai lu 34 livres, ce qui est pas énorme en soi. Bon, j'avais l'agrégation à passer, j'avais les livres de l'agrégation qui m'ont bien occupée. J'ai quand même lu cette année, mais pas tant que ça. Et donc je me suis dit, 2025, on va se lancer un défi. Au départ, j'étais partie sur 50 livres pour cette année 2025, sauf que, en fait, j'ai été prise dans une frénésie de lecture. J'ai énormément acheté de livres. Je me suis vraiment plongée dans de superbes livres et j'avais quasiment lu une dizaine de livres à la fin du mois, donc j'en ai lu 9. Je suis très fière de moi parce que je crois que j'ai jamais autant lu que ça. Et je me dis que si j'arrive à tenir ce rythme de lecture tous les mois, à la fin de l'année, je pourrais en avoir lu plus de 100. Donc c'est mon défi pour cette année 2025, j'aimerais avoir lu 100 livres au minimum. On se retrouvera en décembre pour voir si le challenge a été atteint. Pour donc m'encourager dans ce challenge et vous encourager vous aussi à le faire si vous souhaitez pour cette année 2025. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de tous les livres que j'ai lus chaque mois. Donc on aura 12 rendez-vous dans l'année pour parler des livres que j'ai lus. Alors je vous préviens, il va y avoir de tous les genres, de tous les horizons. J'ai vraiment envie de diversifier mes lectures, mais surtout de m'écouter. Et je vous parlerai aussi des lectures qui m'ont pas vraiment plu ou qui m'ont moyennement plu, tout comme des coups de cœur que j'ai eu. Ce mois de janvier, le voici, c'est clairement un mois de gros coups de cœur. J'ai lu énormément de livres qui m'ont plu ce mois-ci. Je vais leur attribuer une note à chaque fois. Je vais commencer par celui peut-être que j'ai le moins aimé. Il s'agit donc des Victorieuses de Laetitia Colombani. Alors c'est un livre qui m'a été gentiment offert par une collègue pour mon anniversaire. Je l'ai trouvé dans mon casier le jour de mon anniversaire, je trouvais ça trop chou. Elle m'a offert celui-ci et un autre de Laetitia Colombani. Alors c'est une autrice française extrêmement connue en ce moment. Moi je lis très peu de littérature contemporaine et vous allez voir que ça change ce mois-ci, mais j'en lis très peu en général. Et j'avais beaucoup entendu parler d'elle, mais j'avais jamais osé rentrer dans ses livres. Alors Les Victorieuses, c'est pas le plus connu, je crois qu'il est sorti en 2019. Deux histoires en parallèle mais qui se rejoignent à la fin. Donc Solène qui est avocate mais qui fait un burn-out et qui se retrouve pour faire une thérapie obligée d'intégrer une association. Elle va devenir écrivaine publique pour des femmes dans un foyer de femmes à Paris. Et en parallèle on a l'histoire, un chapitre sur 4 de Blanche Perron, qui est une réelle personne, une personne qui a vraiment vécu et qui a créé en fait, et ça on le devine mais on le sait qu'à la fin, l'institut, l'établissement où sont placées les femmes dont s'occupe Solène. C'est vraiment un roman feel good sur l'altruisme, le lien avec autrui, la découverte de l'autre, Solène qui découvre ces femmes qui viennent de la rue littéralement et qui ne partagent pas du tout son quotidien. Enfin elle c'est une bourgeoise qui habite un bel appartement parisien mais qui ne trouve plus de sens à sa vie. Et finalement elle va retrouver du sens à sa vie en côtoyant ces femmes. J'ai beaucoup mieux aimé les parties sur Solène, les chapitres sur Solène. Donc fort heureusement c'est ceux qui sont plus nombreux dans le livre parce que je trouve que les parties sur Blanche Perron, donc 100 ans avant, dans les années 1920, en fait ça casse un peu l'intrigue de Solène, ça ralentit les rythmes, ça a un aspect très historique et je trouve que ça rend pas service à l'histoire, à l'intrigue, à la colonne vertébrale de l'intrigue. Dans l'ensemble, il y a des pistes, des intrigues qui sont pas suffisamment abouties. Par exemple, on nous parle à un moment donné du plus grand amour de Solène, qui l'a quitté. Et on n'y revient pas tellement dans le livre, je trouve que c'est un thème qui aurait pu être davantage exploré. Pareil, il y a des personnalités dans ce foyer pour femmes qui sont esquissées mais qui sont pas tout à fait abouties. C'est un roman extrêmement court, hein, on est sur du environ 200 pages. Et je pense que c'est ça qui fait que voilà, on survole le sujet sans vraiment l'aborder profondément. En tout cas, je trouve que les personnages manquent de profondeur, d'épaisseur. Je trouve aussi que c'est beaucoup de clichés bien pensants en règle générale et c'est pas une littérature si vous voulez qui va choquer son lecteur, c'est pas une littérature qui va révolter son lecteur. Moi j'aime être surprise, j'aime sortir de mon confort, c'est pour ça que c'est un bon roman à lire sous la couette l'hiver
voilà, pour se réchauffer l'esprit. Cependant, j'ai quand même passé un bon moment à le lire, ça se lit quand même bien. Je pense que quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on a juste envie de lire une bonne histoire, feel good, etc., ça c'est un bon roman. Et donc, je lui mettrai la note de 6 sur 10. On passe ensuite à ce roman, dans l'ordre donc de préférence, qui est donc Chocolat amer de Laura Esquivel. Donc c'est cette fois-ci une autrice mexicaine. Et c'est un roman que m'a offert un ami à la toute fin du mois de décembre. En fait, il m'en avait parlé depuis longtemps parce qu'à l'agrégation, on avait le programme du réalisme magique et il m'avait dit que lui, il avait adoré cette œuvre qu'ils avaient étudiée en prépa, dans sa prépa qui n'est pas la mienne, en prépa littéraire. Il m'avait dit, bah si t'aimes le réalisme magique, lis Chocolat amer. Ce livre est vraiment très surprenant. Il m'avait un peu expliqué le concept avant que je le lise, mais il est question donc d'une histoire au Mexique au début du 19e siècle, une histoire de famille, une jeune fille Tita qui ne peut pas épouser l'homme qu'elle aime parce que sa mère exige d'elle qu'elle reste à la maison, comme elle est la dernière, elle est la cadette, elle doit s'occuper de sa mère, elle ne doit jamais se marier. La mère, méchante marâtre, va finalement fiancer et faire se marier son autre fille avec le fiancé donc de l'héroïne, qui s'appelle Tita. Donc c'est absolument horrible parce que Tita, elle va voir son fiancé, dont elle est éperdument amoureuse, épouser sa grande sœur, qui en plus va faire un enfant avec. C'est vraiment très dur comme histoire. Paradoxalement, tout ça est parsemé de bonheur, de joie et surtout de générosité parce qu'en fait, à chaque chapitre, il y a 12 chapitres qui correspondent chacun à un mois de l'année, à chaque chapitre, il y a une recette littéralement intégrée dans le récit. Alors au début du chapitre, vous avez les ingrédients et puis parsemé comme ça, dans le récit, vous avez des morceaux de recettes qui coupent en fait la narration. Par exemple, l'oignon doit être haché menu, placez-le en un bout sur le sommet de votre crâne, ça vous empêchera de pleurer. Ça c'est l'incipit. On en retrouve donc à chaque chapitre et à chaque chapitre, il y a une recette différente. Alors, ce concept, on en pense qu'on en veut, c'est original, ça déstructure la narration, mais personnellement je trouve pas que ça apporte grand chose à la narration, à l'intrigue qui est déjà, je trouve, suffisamment chargée. Les personnages sont super intéressants, il y a vraiment de l'émotion, c'est prenant, c'est touchant comme histoire, et j'adore les histoires de famille, vous allez vite comprendre pourquoi avec la suite des lectures. Mais en fait je trouve que les recettes n'apportent pas vraiment grand chose. Et évidemment, il fallait que je vous parle du réalisme magique dans ce livre. Oui, il y a des éléments un peu surnaturels, un peu comme dans 100 ans de solitude, où les plats préparés par je ne sais plus quel personnage féminin donnent des sensations bizarres aux autres personnages ou permettent de comprendre leurs pensées, je ne sais plus exactement. Ça fait longtemps que j'ai pas lu 100 ans de solitude, ça fait quasiment un an. Il était au programme de la grecque. Et dans ce roman, bah, c'est pareil en fait, c'est-à-dire la nourriture a un pouvoir, elle est magique et elle provoque des sensations, des émotions chez les gens, des réactions même très étranges parfois. Donc j'aime beaucoup le réalisme magique, ce roman m'a bien plu, mais je trouve que les recettes parasitent la narration plutôt que de la mettre en valeur. Cependant, je reconnais que c'est très original, c'est osé. Donc je mettrai 7 sur 10 pour ce roman. On passe ensuite non pas à un roman, mais à un roman graphique. Alors j'adore les bandes dessinées, j'adore le roman, donc j'adore la combinaison des deux, à savoir le roman graphique. Et il s'agit de l'intégrale du Printemps suivant de Margot Motin. C'est un livre à l'origine qui existe en 2 tomes. En fait, il y a 2 tomes qui ont été réunis dans une intégrale seulement cette année. Margot Motin, c'est une illustratrice que je suis depuis un petit bout de temps sur les réseaux et dont j'apprécie vraiment les dessins. Et c'est un peu pour ça que j'ai acheté ce magnifique roman graphique. Alors en fait, il m'a été offert à mon anniversaire via un bon d'achat, mais c'est moi qui ai choisi le livre. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'intégrale du Printemps suivant, je me suis dit il faut absolument que je l'achète. Évidemment, j'ai été ravie par les graphismes que je viens de vous montrer, mais bon, je sais pas trop si on verra grand chose à la caméra. En revanche, l'histoire. L'histoire, c'est, je pense, autobiographique, c'est l'histoire de Margot Motin et de sa famille recomposée. Elle va vivre des petites galères, elle va se fighter avec son nouveau copain, elle va vouloir tout gérer à la maison, enfin vraiment, c'est un livre sur son caractère, sur ses émotions, ses sensations en tant que mère et en tant que nouvelle compagne. Elle achète une maison avec donc son nouveau compagnon. Ils vivent donc au sein d'une famille recomposée, lui a une fille et elle une fille. On voit leurs petites galères du quotidien. C'est très sympathique tout ça, mais il n'y a pas d'intrigue. C'est vraiment que du racontage de vie, des petits épisodes quotidiens comme ça. Je trouve pas que ce soit nécessairement très enrichissant. C'est drôle, c'est très beau à voir. Je suis pas convaincue par l'histoire. Donc j'ai adoré, quand même, je me suis régalée à lire ça,
parce que j'adore les romans graphiques, parce que j'adore les illustrations de Margot Motin, elle a vraiment un style très particulier. Et parce que voilà, il y a des petites pépites, c'est drôle, il y a des passages un peu sympas, genre ce que j'aime dans le couple, ce que j'aime pas, enfin c'est mignon. Je trouve que ça manque vraiment d'une intrigue, d'un squelette. On est vraiment que dans le racontage de vie, il n'y a pas vraiment de structure. Je trouve ça un peu dommage, à part ce fil rouge de bah voilà, avec mon copain ça va pas trop parce que je veux tout contrôler. Mais ça reste un très bel ouvrage et donc je mettrai 7 sur 10 au printemps suivant de Margot Motin. Alors ensuite on va arriver dans des pépites. Ce livre qui est non pas un ouvrage de fiction, tiens pour changer, parce que moi j'adore la fiction, je lis très peu d'essais, de livres philosophiques, j'ai beaucoup de mal avec ce qui est très théorique. Et j'adore par contre les témoignages, et donc j'ai lu Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne-Dauphine Jullian. Alors comment je suis tombée sur ce livre-là? Moi qui ne lis que très peu ce qui n'est pas de la fiction. Au mois de décembre, je suis tombée sur une vidéo de Legend, c'est une chaîne YouTube avec Guillaume Play qui propose des interviews de personnalités très spéciales. Il avait invité cette fois-là, alors c'est pas le genre de vidéo que je regarde d'habitude, je préfère d'autres types d'interviews, mais là, le titre m'a happée, c'était une mère qui avait perdu 3 de ses 4 enfants. Je me dis bon, un peu dur comme sujet, mais je vais quand même cliquer et je vais voir ce qu'elle dit. Écoutez, j'ai écouté la vidéo en mode podcast sous la douche, je me suis littéralement mise à chialer. Moi qui ne chiale pour personne en règle générale, enfin, j'ai la larme un peu difficile, surtout quand ça ne me concerne pas directement, mais là, j'ai été prise par cette histoire. Du coup, passionnée que je suis, j'ai fait mes recherches, j'ai écouté des tas d'interviews de cette madame qui est absolument incroyablement résiliente. J'ai appris qu'elle avait écrit plusieurs livres et le premier, c'est celui-ci. Donc ces livres, évidemment, elle raconte son histoire et elle témoigne de la difficulté de ses 3 décès. Dans celui-ci, elle parle du décès de sa première fille et de la maladie que subit sa seconde fille, puisqu'en fait ces 2 filles sont atteintes de leucodystrophie métachromatique. Ça décrit comment ils apprennent le diagnostic et comment ils vivent surtout avec la maladie puis la mort. Parce que c'est une maladie, une fois qu'on l'a, ça ne se guérit pas. C'est une maladie orpheline, il n'y a pas de traitement, pas de véritable traitement. On sait que plus jeune elle est détectée et moins l'enfant vivra. C'est-à-dire que si un enfant on la détecte à 2 ans, comme c'est le cas pour la fille donc, de Anne-Dauphine, eh bien elle va probablement vivre quelques mois, au mieux quelques années. Effectivement, sa petite fille s'éteint à 3 ans, 3 quarts. Mais pendant toute cette durée de vie d'1 an, 3 quarts, elle va complètement se désagréger. Enfin, c'est-à-dire que la petite fille va perdre toutes ses fonctions. Alors d'abord ses fonctions motrices, elle va arrêter de marcher, puis elle va arrêter de parler, puis elle va arrêter de voir, elle va devenir aveugle, puis elle va devenir sourde et au stade ultime, elle ne pourra même plus manger, avaler, donc il faudra la nourrir par sonde et elle s'éteindra à cause d'une insuffisance respiratoire parce que c'est une maladie neurodégénérative, il me semble, la leucodystrophie métachromatique, donc ça attaque le nerf littéralement. C'est poignant, d'autant que ce qui est tragique, c'est qu'en fait, à cause d'une incompatibilité ADN, les parents, donc Anne-Dauphine Jullian et son mari, eh bien leur seconde petite fille va être atteinte de la même maladie. Alors ils ont 2 garçons. Le premier, le plus grand, se suicidera des années après, alors on pense que c'est à cause du décès de ses petites sœurs, et puis il leur reste le dernier, qui est le plus jeune et qui est toujours en vie. La seconde sœur apprend dès la naissance qu'elle est atteinte de cette maladie, alors elle va vivre un peu plus longtemps parce qu'on va pouvoir lui transplanter de la moelle, ce qui va lui permettre de vivre une petite dizaine d'années. C'est hyper poignant. En fait, j'ai aussi chialé à la fin de ce livre, vraiment, parce que c'est raconté avec douceur. C'est raconté à travers le regard d'une personne extrêmement résiliente. Je ne sais pas comment cette femme fait, enfin même quand on l'écoute en interview, je vous invite à écouter ses interviews, c'est absolument incroyable. Comment tu fais pour survivre à ça? Comment tu fais pour vivre, pour aller au travail, pour t'occuper de tes autres enfants quand on t'annonce que ta petite fille va mourir dans quelques mois et que tu vas la voir partir en fumée littéralement. Ce qui est génial aussi, c'est que cette petite fille là qui sait qu'elle va mourir, bon même si elle est petite, elle comprend pas trop, mais elle sait qu'elle va mourir, et en fait elle vit sa dégradation, elle devient aveugle, elle devient sourde, et bien elle garde le sourire, elle continue à vivre. Il y a une parole de Anne-Dauphine Jullian là-dedans qui est géniale, qui vient d'un des médecins qu'elle a croisé je crois, c'est quand on ne peut pas ajouter des jours à la vie, il faut ajouter de la vie aux jours. Et je trouve ça génial parce que c'est une phrase qui dit qu'en fait il faut profiter de l'instant présent, il faut donner un maximum d'amour aux gens qu'on aime, sur le moment parce que la vie est courte et elle est d'autant plus courte pour sa fille. Moi j'ai lu ce livre, j'ai écouté les témoignages d'Anne-Dauphine Jullian et je me suis dit écoute carpe diem, là il faut que tu vives, il faut que tu sois reconnaissante chaque jour parce que toi t'es en bonne santé,
toi t'as un métier qui te plaît, toi tu as suffisamment d'argent pour vivre, toi tu es bien entourée, donc vraiment, sois reconnaissante et arrête de râler, même si c'est difficile. Je pense que j'en lirai d'autres d'Anne-Dauphine Julien, ça a été une lecture absolument poignante, et je mettrai 8 sur 10. Je vais vous parler d'une saga que je viens de commencer, mais dont j'ai déjà lu 4 tomes. C'est la saga Blackwater de Michael McDowell. Alors vous avez sûrement déjà dû voir dans les librairies ces magnifiques couvertures un peu irisées, là c'est magnifique. Et alors moi je suis typiquement le genre de personnage qui juge un livre à sa couverture, c'est-à-dire que ce livre m'avait vraiment happé il y a de ça quelques années, quelques mois, quelques années, et j'avais vraiment envie de le lire mais juste pour la couverture. Sauf que je me suis dit, l'histoire va peut-être pas te plaire en réalité. En plus, j'avais vu une personne qui parlait de ce livre. L'histoire me disait pas trop, en fait. Sauf que là, récemment, je suis allée dans une librairie pour acheter pas du tout ce livre-là. Et en fait, je me suis dit, allez, en vrai, teste. Teste, tu verras bien ce que ça donne. Et bien, ce que ça donne, c'est que en un mois, j'ai lu 4 tomes, soit 1000 pages, puisque chacun fait 250 pages, et qu'il m'en reste 2 à lire. Ce sera sûrement pour le mois de février. Un livre par un auteur américain. L'histoire se passe donc en Alabama, dans une petite ville de l'Alabama qui s'appelle Perdido. Au début du XXe siècle, l'histoire commence en 1919. Et là où j'en suis, on est en 1946. Donc c'est vraiment une histoire, une saga familiale. Une histoire à travers les générations. C'est ça que j'adore, vraiment. Enfin, moi je suis très livre génération. C'est-à-dire on voit une génération de personnages défiler devant nos yeux, comme dans 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez par exemple. Ce qui se passe au tout début, donc dans le premier tome, La Crue, on est donc à Perdido, un petit village au fin fond de l'Alabama, qui se situe au confluent de 2 rivières, la Perdido, qui a donné son nom au village, et la Blackwater, qui a donné son nom au livre. Il se trouve que ce village est en proie aux crues, et cette année-là, donc 1919, il y a une crue. Les personnages les plus importants de cette ville sont les Casquet, famille qui va être au centre de ce roman. Le fils Casquet, Oscar, va sauver des eaux une certaine Elinor Damert, qu'il va trouver en plein milieu de la crue. Après 4 jours de crue, elle a rien mangé, elle a rien bu, elle est toujours vivante. Très étrange. Et finalement, cette jeune femme va complètement s'intégrer à la famille Casquet et va finir par épouser Oscar et fonder une famille avec lui. Alors, il y a tout un tas d'intrigues avec plein de personnages dans la famille, plein de personnages différents. Il y a un élément qui traverse tous les tomes, c'est un élément fantastique, surnaturel, c'est vraiment un roman fantastique. Et cet élément surnaturel, vraiment, on a des indices, mais à aucun moment on est capable de dire ce que c'est exactement. Et c'est très perturbant parce que le restant du livre est extrêmement réaliste. Voilà, on a une saga épique, familiale, super intéressante à travers l'histoire, notamment avec la Seconde Guerre mondiale par exemple, avec le crash boursier aussi de 1929. Mais il y a aussi un élément surnaturel qui vient tout perturber, mais subtilement. J'ai vraiment hâte de finir cette saga pour savoir ce qu'il en est réellement. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une très très chouette saga et ultra addictive. Vraiment, moi je suis capable de lire 50 pages d'un seul coup comme ça, c'est même 100 pages, alors que j'ai un rythme de lecture très lent. Les personnages sont ultra intéressants, bien construits, super addictifs comme roman. Bon voilà, c'est pas de la grande littérature par contre, hein, ne vous attendez pas à avoir un style incroyable. Mais franchement, ça m'a donné envie de lire non seulement toute la saga, mais en plus de lire les autres ouvrages de Michael McDowell qui viennent de sortir dans la même édition, donc de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Ce sont des éditions incroyablement belles. Si vous cherchez un livre addictif, ça, voilà. Et il y en a encore 2 autres qui m'attendent. Donc je mettrai un 9 sur 10 pour cette saga. Je finirai par ça, mais chaque tome est vraiment de qualité. C'est-à-dire que le 1 vaut aussi bien le 2, donc la digue, que le 3, la maison, que le 4, la guerre. Vraiment, ils sont tous ultra addictifs. Et il y a des rebondissements, des événements, mais de fifou, vraiment incroyables. Alors, on va passer au dernier ouvrage de cette vidéo. Là, c'est vraiment un coup de cœur, un énorme coup de cœur. Et je remercie d'ailleurs mon camarade d'agrégation qui me l'a offert à mon anniversaire, puisqu'on en avait parlé. C'est un livre qu'il a adoré lui-même. Il s'agit de Martin Eden de Jack London. Alors, de la littérature américaine, c'est pas mon type de littérature favori. Quand je lis de la littérature étrangère, je préfère la littérature russe, asiatique et anglaise. Mais là, il m'a dit voilà, enfin il me l'a offert et il m'a dit que ça valait vraiment le coup. Et écoutez, ce pavé de 570 pages est tout bonnement incroyable, vraiment. C'est un livre qui croise énormément de thématiques que j'adore. L'ascension sociale, le mérite,
la littérature, le milieu de l'édition, les histoires d'amour impossibles. Vraiment, j'adore. Donc c'est l'histoire de Martin Eden, c'est un marin de 20 ans au début de l'histoire qui est issu de quartier pauvre à Oakland, donc une ville de Californie. Il tombe amoureux d'une bourgeoise qui est en train de faire des études en littérature et elle va l'initier à la littérature, à la culture, à la grammaire, etc. Et lui, il va tomber amoureux non seulement d'elle, mais aussi de la culture et de la littérature. Et pour se mettre à son niveau, une seule idée en tête, c'est de devenir un auteur à succès. Sauf que le problème, c'est quand on est quasiment illettré, marin de profession, et qu'on n'a pas d'argent, c'est compliqué de devenir un auteur à succès. Donc c'est toute l'histoire de ce livre qui est quelque part un peu impitoyable envers l'homme. Je pense que c'est à la fois une ode et une critique de la méritocratie, de l'ascension sociale, mais Martin Eden est un personnage incroyablement têtu, borné, et je ne vous dis pas s'il va parvenir à ses fins ou non, en tout cas ça m'a fait pleurer. Je trouve que c'est un roman qui, au-delà de l'histoire d'amour, pose d'autres questions, notamment en relation avec la littérature. Qu'est-ce que c'est qu'un bon livre? Comment écrire un livre? Comment publier? Le micmac des maisons d'édition, ce que c'est que l'édition au 19e, au 20e siècle, puisque là c'est un peu le même contexte. Excellent roman, lisez Martin Eden de Jack London, vraiment. 10 sur 10. Je pense que rien n'est parfait, mais quand même c'est un livre qui mérite 10 sur 10. Voilà, j'ai fini de vous présenter mes livres lus au mois de janvier. J'ai hâte d'embarquer pour le mois de février avec tout plein de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez lu au mois de janvier et quel est votre défi lecture de cette année, combien de livres, quels auteurs, quel type de littérature. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.